Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Encore aujourd'hui, nous allons vous offrir en lecture de bons romans avec nos collaboratrices, Mesdames Jeanne Hamel et Monique Barriot. Bonjour, Mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, Monique, aujourd'hui, votre sujet. Aujourd'hui, moi, je vous parle de 9 parfaits étrangers. Étrangers parce qu'ils résident en Australie. Ah bon? Avec les kangourous? Avec les kangourous. D'accord, Jeanne. Alors, moi, ça sera La mémoire des murs, un roman qui est plutôt sombre. Oh là là! Bon, ben merci beaucoup, mesdames. Mais au tout début, nous allons rencontrer une lectrice assidue, une jeune femme très occupée, et je parle de Madame Émilie Cardin. Bonjour, Émilie. Bonjour, Chantal. Alors, Émilie, tu es une maman de 2 enfants, tu travailles à temps plein, tu étudies à l'université à temps partiel et tu as toujours aimé la lecture. Mais avec l'arrivée des enfants, l'intérêt a un peu baissé. Mais depuis 2 ans, tu m'as dit « Ah là, je me remets à la lecture, puis je me suis lancé un défi. » Oui, exactement. En fait, l'année dernière, j'ai vraiment recommencé à prendre le temps de lire graduellement, souvent avec des recueils de poésie pour commencer, puisque c'était facile de passer d'une page à l'autre avec des distractions, disons. Puis cette année, pour 2020, je me suis lancé le défi de lire 52 livres cette année, donc 1 livre par semaine. Et j'ai même déjà dépassé mon défi en ce moment. Mais comment fais-tu? C'est une très bonne question. Mais en fait, j'ai décidé de prendre le temps de lire. Donc, j'essaie de saisir toutes les occasions. Sur mon heure de dîner, j'amène mon livre, je lis un peu. Quand je vais jouer avec les enfants au parc, quand ils jouent tout seuls, je m'installais avec mon livre. Le soir, au lieu de passer du temps à niaiser sur mon téléphone, bien, j'ai décidé de prendre un livre à la place. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à lire plusieurs dizaines de livres cette année. Oui, et pour notre plus grand bonheur, parce que tu vas nous parler de 2 livres que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître et que j'ai le goût de lire vraiment. Alors, le premier, c'est Leslie et Coco de Marie Demers. Moi, j'ai connu Marie Demers avec ses romans jeunesse, mais là, il paraît que c'est son 3e roman pour adultes. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est le premier roman pour adultes de Marie Demers que je lis. Ma fille aînée, elle, a déjà lu de ses romans jeunesse, vraiment pour enfants. Puis, j'ai eu des recommandations de mes amis et quand j'ai eu la lecture, ça a été un énorme coup de cœur. Le livre, je l'ai dévoré en 2 jours. Ça s'est lu tout seul. Hey! Alors, le style d'écriture pour ce roman-là? En fait, c'est un peu une discussion entre 2 amis. Donc, c'est deux jeunes femmes qui sont connues au primaire, qui sont en train de transitionner vers l'âge adulte. Donc, il y en a une qui finit son secondaire, l'autre qui a fait sa première année de cégep. Elles ont grandi ensemble, mais là, la distance s'est imposée entre elles puisqu'il y en a une qui est partie à Montréal pour son cégep, tandis que l'autre est restée en Gaspésie pour finir son secondaire. Et elles ont une amitié particulière, en fait. Coco, qui est la jeune fille de 17 ans qui reste en Gaspésie, en fait, elle décide de refuser la technologie et elle et son amie Leslie, elles s'écrivent des lettres par la poste manuscrites pour garder leur amitié et on lit leur correspondance et on voit aussi comment pendant l'été elles se retrouvent puis elles vivent différentes aventures qu'on vit souvent à l'âge adulte, mais pour lesquels, souvent, on n'en parle pas nécessairement, puis on est capable de se retrouver vraiment dans cette amitié-là. Ah oui, parce que, si j'ai bien compris, ces 2 jeunes femmes-là, elles sont complètement différentes, mais par contre, elles ont l'amour des livres, toutes les 2, puis cette amitié-là depuis le primaire, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, mais en fait, on a Leslie qui est une sportive qui a un trouble obsessif-compulsif, donc il y a des TOC, qui souffre d'anorexie, qui est très concentrée sur son sport, qui est une perfectionniste. Et on a Coco qui est plus volage, qui aime manger, qui aime s'amuser, qui aime flirter. Et leur amour des livres et leur lien d'amitié ensemble quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés en pleine crise de TOC pour Leslie. Et Coco a su l'envelopper d'amour et l'accompagner là-dedans pour l'aider à grandir.
OK. Alors, dans le fond, ce roman-là traite du passage parfois assez difficile de l'adolescence vers le ou la jeune adulte, là. Oui, c'est ça. Puis ça ose parler d'enjeux de santé mentale, ça ose parler de sujets qui sont plus difficiles, justement, la santé mentale, le viol, des discussions qui ne sont pas faciles à avoir avec des amis, mais qu'elles sont capables d'avoir de manière franche, respectueuse, qui vient vraiment, vraiment faire un baume un peu sur les sujets qui sont quand même difficiles à traiter. Donc, tu le recommandes fortement? Je le recommande fortement. Je l'ai conseillé à toutes mes amies, je crois, depuis ma lecture. Ah oui? Puis est-ce que oui, pour les gens de ton âge, mais pour les gens de mon âge, est-ce que ça vaut la peine aussi? On comprend? Bien, en fait, moi, je dirais oui, parce que ça peut permettre d'avoir une perspective de comprendre un peu plus que les jeunes vivent aussi à l'ère de la technologie, les transitions qui changent un peu. Moi, je me suis reconnue, même si à mon époque, il y avait quand même moins de réseaux sociaux quand j'avais cet âge-là. Mais je pense que pour des personnes plus vieilles aussi, là, ça peut être un aspect super intéressant, des fois pour ouvrir des discussions aussi, par exemple avec leurs enfants. OK. Et j'aimerais que tu nous parles de ton deuxième volume, ton deuxième choix, Manikanetich de Naomi Fontaine. Alors, je pense que Naomi, c'est une autochtone, on la connaît quand même assez bien. Parle-nous de l'histoire qu'elle raconte à travers ce livre-là. D'accord. Bien, en fait, Manikanetich, c'est un mot en Innu qui veut dire petite marguerite et c'est aussi le nom de l'école secondaire dans laquelle la personnage principale va enseigner dans une réserve Innu sur la côte nord. Donc, c'est une personne d'origine Innu, mais qui a grandi à l'extérieur des réserves. Donc, pour elle, c'est comme un retour aux sources, de retourner là-bas. C'est comme si elle revient, tout le monde la connaît, mais elle ne connaît personne. Donc, c'est toute une adaptation pour elle. Puis, elle prend conscience un peu de la réalité de la communauté à travers l'école secondaire, à travers les jeunes qu'elle côtoie. À travers les projets dans lesquels elle embarque aussi pour aider ces jeunes-là à rester accrochés à l'école secondaire, puisqu'on sait que, justement, dans les réserves autochtones, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'enjeux pour les jeunes, pour ce qui est de la consommation, pour ce qui est des parents adolescents, du décrochage scolaire. Donc, elle est là, puis elle travaille avec ces jeunes-là pour essayer de les accrocher et pour qu'ils puissent décrocher leur diplôme. Et je pense qu'elle trouve un projet pour pouvoir les accrocher, justement. Oui, mais en fait, même, elle ne trouve pas le projet, elle se le fait imposer. Ah oui? Ah. La direction a décidé de lui imposer un projet de monter une pièce de théâtre avec les jeunes. Au début, on voit qu'elle a un certain malaise parce que, justement, elle ne se voyait pas nécessairement faire ça, mais à travers, justement, ce projet-là, elle apprend à connaître les jeunes d'un aspect totalement différent versus sa classe de français. Donc, elle comprend plus les réalités des jeunes, elle développe des relations avec des jeunes qui pouvaient être plus difficiles en classe de français, elle comprend mieux leur réalité et en travaillant avec le projet de la pièce de théâtre, ça motive ces jeunes-là aussi dans tous leurs aspects là, à l'école, à s'impliquer dans leurs cours aussi. OK. Puis le style d'écriture, c'est encore... parce que Naomi est reconnue pour avoir de courts chapitres. Est-ce que c'est toujours ça? Oui, c'est des chapitres qui sont courts, qui se lisent très bien. Donc, ils ont chacun... c'est vraiment une scène, un chapitre. La lecture est très, 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 très fluide. Donc, moi, j'ai aimé ça parce que, justement, ça a été un des premiers livres que j'ai lu cette année et ça m'a permis, justement, d'accrocher avec un rythme qui se lisait bien. Je pouvais lire 2-3 pages, prendre une pause, aller faire autre chose. Puis, la lecture, j'avais toujours envie d'en lire un peu plus. Ah oui. Il doit y avoir beaucoup d'humanité. On doit vraiment être... elle doit nous faire prendre conscience de la réalité des enfants là, qui, pour un oui ou un non, quittent l'école ou... Oui, c'est ça. Il y a vraiment un aspect très humain là-dedans. On aborde des sujets comme le suicide, un suicide d'une jeune de 18 ans dans une école secondaire, dans une réserve autochtone. Ça fait vraiment un effet d'une grosse vague parce que tout le monde est au courant, tout le monde la connaissait, tout le monde la côtoyait. Donc, avec ça, on est capable de voir comment elle est capable de traiter ça pour que les jeunes puissent partager justement ce qu'ils ressentent, mais être capable d'avancer quand même malgré la douleur.
Donc, de la résilience, du courage, un coup de cœur pour toi aussi. Oui, ça a été un très gros coup de cœur. Comme j'ai dit, c'est un des premiers livres que j'ai lu cette année, puis ça m'a vraiment donné le goût de découvrir plus Naomi. Donc, c'est dans mes réservations pour mes prochaines lectures aussi. Ah. Alors, merci pour ces belles suggestions. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes donc de retour avec nos collaboratrices. On débute avec Monique. Oui, alors moi, je vous parle de 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Alors, c'est une Australienne qui est surtout connue parce que c'est elle dont le roman Big Little Lies, Les petits mensonges, ont été traduits, mis en série télévisée, et la deuxième saison a été réalisée par Jean-Marc Vallée. Donc, on a beaucoup entendu parler, et ça mettait en vedette, entre autres, Nicole Kidman et Laura Dern. J'aurais bien parlé de Reese, mais je trouve qu'elle a un nom imprononçable. Alors, j'ai décidé de ne pas en parler. Son deuxième roman, Le secret du mari, est aussi en train d'être adapté en film. Et 9 parfaits étrangers va aussi faire l'objet d'une série télévisée produite par Nicole Kidman. Donc, ça vous donne un peu le ton du roman. C'est pas un roman qui va, dont vous allez vous rappeler pendant des années, qui va vous transformer, même si on y parle de métamorphose. Mais c'est un roman qui va vous amuser, qui va vous détendre. À cet égard, il rencontre vraiment ses objectifs. Alors, qui sont ces 9 parfaits étrangers? Ce sont 9 citadins stressés, désabusés, déprimés, qui décident d'aller passer quelques jours dans un centre de santé, histoire de se métamorphoser. Mais le roman commence par une femme un peu dans la quarantaine, un peu boulotte, qui travaille très dur et qui fait une crise cardiaque. Alors, le roman commence, elle fait sa crise cardiaque, elle est en train de mourir, et le jeune infirmier, ambulancier, qui est là à côté d'elle pour l'aider, c'est son premier cas, il est tout énervé. Alors, on est sûr que la madame, elle est morte, là. Mais bon, je laisse ça au fourneau, je réserve et je continue mon gâteau autrement. Alors, après, le deuxième chapitre, là, on commence à rencontrer les 9 parfaits étrangers. On commence avec France, qui est dans la cinquantaine, qui écrit des romans à l'eau de rose, mais là, à qui son éditeur vient de parler et qui lui dit, ben écoute, tu as moins de succès, puis bon, je pense que notre association devrait s'arrêter. En plus, elle s'est fait arnaquer par un homme sur le net. En tout cas, bref, ça va pas très bien. Il y a ensuite Jessica et Ben, un jeune couple, qui ont gagné à la loterie. Alors, ils étaient pauvres et du jour au lendemain, ils deviennent très riches. Alors, Ben, lui, il s'achète une Lamborghini. Et Jessica, même si elle est très jolie, elle se fait tout refaire. Les lèvres, les seins, les fesses, en fait, tout ce qui peut être fait, on y va. Alors, Ben est bien désolé parce qu'il ne connaît plus sa femme. Il y a Carmel, qui est mère de 4 enfants, dont son mari l'a laissée, et pour une plus jeune, alors elle est complètement déprimée. Il y a Napoléon, sa femme et sa fille Zoé, qui tentent de se remettre d'un drame familial. Et il y a Lars, un homosexuel très beau, mais dont le chum veut absolument avoir un enfant. Lui, il n'est pas très prêt pour la chose. Et enfin, Tony, un ancien footballeur qui vit très mal sa retraite, là, parce qu'il a connu la gloire et du jour au lendemain. Alors ces 9 personnes-là arrivent au centre, bien désireux de se métamorphoser, mais ils ne sont pas dans un centre ordinaire, parce que le centre, il est tenu par Macha, la dame qui a fait sa crise cardiaque, qui s'en est sortie, qui est toute belle, toute mince, vraiment, là, tu sais, la fontaine de jouvence, tout est beau. Et elle a décidé que ceux qui rentraient dans son centre allaient se métamorphoser, qu'ils le veuillent ou non. Donc, première opération, on vide les valises, on y retire les barres chocolatées, les bouteilles de vin que les gens avaient apportées, histoire de rendre le séjour un peu plus agréable. Et ça commence par 3 jours de silence total.
Alors, vous ne parlez pas pendant 3 jours. Après, c'est le jeûne pendant 2 jours et elle finit même par leur donner un peu de LSD. Là. Bon, en tout cas, bref, elle a des méthodes un peu particulières. Mais ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est d'assister quand même à la métamorphose des résidents. C'est d'aller plus en profondeur sur les drames qui sont les leurs, comment ils vivent, moi je vous en ai parlé en 3 mots, mais comment ils vivent ces nouvelles situations-là qui sont difficiles. C'est des gens qui ont pu, à part Zoé, puis Ben et Jessica, c'est des gens qui sont quand même dans la cinquantaine pour la plupart. Et pour bien montrer la métamorphose, une fois que les gens ont quitté le centre, bien, les derniers chapitres, c'est 2 semaines plus tard, on voit la métamorphose d'une des personnes qui étaient là. 3 mois plus tard, 6 mois, donc, comment je dirais, si on ne savait pas que c'est australien, on dirait, bien, c'est une belle fin à l'américaine, là. Tu sais, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, on a réglé le sort de chacun. Donc, c'est un beau petit roman, c'est plaisant, c'est agréable. Il pleut, il neige, il fait pas beau. Vous lisez ça, puis ça va vous faire du bien. Mais moi, ce qui m'intrigue, je ne sais pas si toi, ça t'a intrigué, Joanne, mais la métamorphose de celle qui a eu une crise cardiaque, là, est-ce qu'on en reparle? Oui. Ah, OK, oui, merci, oui. parce que j'ai comme... Oui, on sait comme... Ben, enfin, écoute, okay. Elle ne l'a pas eu facile, là, mais assez... bien sorti. Oh, mon Dieu, oui, en tout cas, d'après ce qu'ils disent, là, oui, Bon, elle est très, très, très bien. Merci. Alors, Joanne? Alors, moi, je vous parle du livre « La mémoire des murs » de Tatiana de Rosnay. Alors, cette autrice-là, elle est franco-anglaise, elle vit à Paris, elle est aussi journaliste, puis elle est l'auteure de 9 romans. Dans les plus connus, il y a Le Voisin et Elle s'appelait Sarah. Je suis déjà venue, je suis venue l'année dernière à l'émission et moi aussi, c'est un livre coup de cœur. Et d'ailleurs, Elle s'appelait Sarah a été adapté pour le cinéma. La mémoire des murs, on retrouve une caractéristique qu'on retrouve dans tous ses romans, c'est-à-dire qu'elle attache une très grande importance aux lieux. Dans tous ses romans, les lieux ont une histoire, son histoire à elle, ses drames, ses peines, dans chacun de ses romans. Je vais vous lire une citation. Elle dit « J'ai toujours été attirée par les maisons, les appartements, leurs secrets, leurs mystères. Comment, lorsqu'on entre dans un endroit, on peut s'y sentir merveilleusement bien ou, au contraire, horriblement mal. Je ne parle pas de fantômes, d'apparitions, simplement de la sensation puissante qu'une demeure peut exercer sur vous malgré vous. » Et quand je lis ça, ça me fait penser à la distinction entre le français et l'anglais, dans le sens qu'en anglais, on a house et home. Il y a une grosse différence entre une home, donc il y a une chaleur, il y a quelque chose d'humain dans la maison, alors que house, c'est juste la structure. Alors qu'on n'a pas cette distinction-là en français. C'est à ça que ça m'a ramené. C'est un petit livre qui peut se lire, comme j'ai parlé d'un autre livre précédemment, en 2 à 3 heures. En ce moment, on est beaucoup tablette, écran, donc ça nous permet de se déconnecter de nos tablettes. On fait le vide autour de soi et on en profite pour lire. Alors, Pascaline, c'est une femme de 40 ans, assez cartésienne. Elle est informaticienne, elle est sans enfant, emménage dans un appartement qui est calme, qui est clair, qui donne sur une rue animée. En fait, c'est un appartement qu'elle désirait. C'est vraiment ce qui correspond exactement à ce qu'elle imaginait pour repartir sa nouvelle vie, de divorcer depuis 1 an. Il faut savoir que ce divorce-là, elle l'accepte très mal. Elle a été laissée. Le lendemain de son déménagement, elle apprend d'une voisine que le meurtre d'une jeune fille a eu lieu dans l'appartement qu'elle trouvait si charmant. Puis elle apprend que ce meurtre-là, il est le premier d'une série de meurtres, en fait de 7 meurtres. Toutes des jeunes filles qui ont été violées, quand je vous parlais d'un roman sombre, et voilà. Donc, elle fait, je vous rappelle, elle est informaticienne, elle est cartésienne, donc elle se met à avoir une obsession et fait des recherches pour apprendre finalement que le meurtrier a été arrêté et a raconté lors du procès tous les détails très sordides de ces meurtres en série. Donc, elle, là, dans sa tête, ce qui lui trotte tout le temps, c'est comment je suis capable de vivre dans ces murs-là. Donc, je fais de l'insomnie, je ne suis pas capable de m'en sortir. Et elle consulte en psychiatrie et on lui a diagnostiqué une émotivité extrême et une fragilité secrète.
Donc, elle quitte cet appartement-là parce que la tragédie la marque trop et ça l'entraîne dans son obsession à vouloir tout savoir des victimes et même du tueur. Elle va jusqu'à quelques fois par semaine faire le tour de la prison où est le tueur, fixe la fenêtre, fixe une des fenêtres en s'imaginant qu'il est derrière et se fait un portrait du tueur. Elle va également porter une rose blanche à chacun des endroits où ont vécu, où ont été assassinés les victimes et elle se fait une histoire de ce qu'aurait été leur vie à ces jeunes filles si elles avaient vécu, mais aussi s'il s'était passé un événement qui aurait empêché les meurtres de se produire. Parce qu'elle connaît l'histoire des jeunes filles, parce qu'elle a lu tous les journaux, mais elle se dit, si une telle n'avait pas marché seule dans la rue ce soir-là, si son copain est arrivé plus tôt, si ses parents avaient été là, alors elle se fait tous ces scénarios. Donc, elle finit par s'isoler de ses amis, de ses collègues de travail, parce qu'elle n'a que cette obsession-là. Et on apprend à la fin, donc, on a parlé de la mémoire des murs, que dans ce qu'elle a vécu, les murs de sa vie dans son passé, c'est ce qui refait surface dans son obsession et ce qui ne lui apportera jamais la tranquillité d'esprit. Oui. Roman sombre. Merci. Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose de plus déluré. Au bonheur des filles, d'Elizabeth Gilbert, que vous connaissez bien, qui est l'autrice de Mange Prix M. Donc, c'est paru en 2020. Alors, c'est un roman qui prend la forme d'une lettre que la Viviane de 2010 écrit à une certaine Angela, qu'on ne connaît pas pour le moment, mais qu'on va connaître à un moment donné. Et elle lui raconte sa vie à partir des années 40. Donc, dans les années 40, Viviane a 19 ans. Elle vit dans une bonne famille qui grandit, là. Elle grandit, elle, auprès d'un grand frère qui est parfait en tout point. Et alors elle achève ses études à Vassar, de peine et de misère. Et elle est plus fofolle que d'autres choses. Alors, elle est envoyée chez sa tante Peg, qui vit à New York, et c'est la marginale de la famille. Alors, Peg a un vieux théâtre qui en arrache. C'est une actrice, mais là, maintenant, elle possède ce théâtre-là. Elle est mariée avec un acteur qui est narcissique, mais qui travaille à Hollywood. Et elle partage sa vie, Peg, avec Olive, une femme qu'elle a rencontrée pendant la guerre. Et Olive est une femme particulière qui tient âprement les cordons de la bourse du théâtre. Alors, c'est un milieu permissif, de débauche, qui colle vraiment bien à la personnalité de Viviane, qui s'adapte super bien, vraiment bien. Elle s'épanouit personnellement, sexuellement et avec les showgirls, parce qu'il y a beaucoup de showgirls et d'acteurs. Alors, on découvre vraiment les années folles des années 40, là. Un monde du spectacle fantasque, déluré. Et oui. Ça m'a comme un petit peu secouée, mais c'était bien ça. Alors, elle est équipée, Viviane, de sa machine à coudre parce qu'elle, sa grand-mère, était une couturière hors pair et elle construisait des vêtements plutôt que de coudre. Elle réfléchissait, tout ça, et elle a hérité de ce don-là. Donc, comme le théâtre n'a pas beaucoup d'argent, tout ça, elle va créer les costumes à partir d'un budget très restreint. Elle va avoir une amie, elle va se faire une amie dans un endroit, une friperie où elle va pouvoir aller chercher des tissus puis tout ça, et elle a vraiment beaucoup de talent. Alors, vie dévergondée, boit, rencontre des hommes, pas peur de rien, etc. Avec son amie Célia, qui est une superbe showgirl, donc elle ouvre des portes pour Viviane, mais aux mœurs très, très légères. Jusqu'au jour où Viviane va trahir une personne qu'elle estime beaucoup et elle va apprendre une grande leçon de vie. C'est pas tout qui se fait, même si c'est un milieu permissif. Il y a un code d'honneur, tu ne dois pas le digresser. Alors, elle va l'apprendre à ses dépens, puis elle va être retournée chez elle, effectivement. Deuxième partie du roman, on rencontre une Viviane beaucoup plus assumée, qui va vivre une vie heureuse, mais libre, et puis une femme de tête qui va être capable de bâtir ses choses.
C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. On passe un bon moment. C'est pas un grand, grand roman, mais on passe vraiment un bon moment. Et j'en ai appris des choses. Elizabeth Gilbert est reconnue pour faire des recherches documentaires sur les années, puis tout ça, là, vraiment profondément. Et ça paraît, là. Elle nous décrit bien le New York de ces années-là. L'atmosphère de cette période. Oui, et l'atmosphère, l'ambiance, puis tout ça, c'est vraiment... ça, pour ça, là, même si j'ai trouvé ça surprenant dans ces années-là, en tout cas, bref, c'est ça, c'est moi qui... Mais les femmes ont un panache, toutes les femmes de ce roman-là ont du panache à leur façon, des personnages attachants. Donc, un bon moment. Pas un grand roman, mais on passe un bon moment. Mais ça ferait un bon film. Ah oui, je pense que oui. Alors, merci beaucoup, mesdames. Ça fut un plaisir d'entendre une partie de votre univers de lecture. Merci à vous à la maison et je vous laisse sur cette réflexion de Chantal Guy, chroniqueuse à la Presse Plus. On aime bien la Presse Plus de ce temps-là. Oui, oui. La seule chose qui égale un peu le bonheur de lire un livre qu'on aime est de partager ce bonheur. Bonne lecture et bonne semaine.